Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons des relations sino-albanaises durant la guerre froide, et plus précisément de l'éloignement de l'Albanie vis-à-vis de l'URSS et de sa fidélité au marxisme-léninisme stalinien. On parlera bien évidemment aussi des relations Chine-URSS, Chine-Occident. L'Albanie communiste, qui prit la relève de l'Albanie fasciste et de l'occupation allemande dès 1944, était au départ très proche de la Yougoslavie de Tito. Ils entretenaient de bonnes voire d'excellentes relations, dues à leur coopération durant la Seconde Guerre mondiale, du grand nombre de hauts placés albanais favorables à un rapprochement avec la Yougoslavie, et aux nombreux accords, traités, contrats signés entre les deux nations des Balkans sur le plan militaire et économique. Staline au départ voyait même l'Albanie comme une future république yougoslave, et elle l'a fallu l'être. Mais avec la rupture Tito-Staline, qui renforce par l'URSS le pouvoir d'Enver Hoxha, pro-Staline et anti-yougoslave, ce qui lui a peut-être valu sa place au sein du parti, parce que tout le monde était pro-yougoslave et tout. D'ailleurs, tous ses amis ont été un peu éradiqués. Mais il restera, et tant mieux pour lui, parce qu'il sera plus tard dictateur de l'Albanie communiste. Et il procédera du coup à un fort nettoyage dans les hauts rangs. Jusqu'en 1956, il sera le fidèle allié de l'URSS, faisant à la fois partie du Comecon et du pacte de Varsovie. Mais Enver Hoxha, avec sa nation vassale de Staline, lui qui était lui-même pro-Staline et anti-révisionniste, se détachera de l'influence soviétique. Ceux-ci ayant rétabli des relations avec la Yougoslavie et son titisme, puis ayant amorcé, en la personne de Nikita Khrouchtchev, une déstalinisation très poussive. De l'autre côté, on n'en a pas encore parlé, la rupture sino-soviétique se fait ressentir, notamment à cause du révisionnisme soviétique et de ses nouvelles positions avec les Occidentaux. C'est en 1961, à la suite de plusieurs rencontres entre Chinois et Soviétiques, que la cassure fut réelle. Les Soviétiques repoussent à la Chine les trop nationalismes, que Mao pensait qu'il allait être la grande effigie du nouveau communisme mondial, du communisme marxiste mondial, après Staline, parce qu'il disait que la Chine était des révisionnistes, puis après plusieurs déclarations diffamantes, évidemment, il coupe les ponts. Et l'Albanie, qui avait soutenu les positions maoïstes, ne fut pas invitée en 1961 au Congrès soviétique, et les soviétiques coupèrent aussi la livraison de vivres ou d'aides financières. Mais les aides financières, les aides alimentaires furent remplacées par les aides chinoises. Les deux pays se retrouvent donc, après toutes ces confrontations, isolées sur la scène internationale. Un fort programme de coopération est mis en place, la Chine envoie du personnel et des aides financières en Albanie, tandis que celle-ci incite les gens, surtout les étudiants, à apprendre le chinois. La coopération ne se fait tout de même pas sans difficulté, au vu de leur langue surtout. Oui, car avant ils parlaient tous albanais et russe, ou chinois et russe, parce que l'URSS était c'est comme l'anglais aujourd'hui quoi, pour eux, dans le monde communiste. Mais bon, après tout ça, le russe fut interdit, ils essayèrent de parler soit en français, soit en italien, même en anglais, mais bon, ils parlaient russe quoi, la plupart du temps. Enfin, le chinois et l'albanais, ça s'apprend pas en un an, quoi. Si tu veux parler couramment, ça 2-3 ans, et puis voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un grand nombre de difficultés à leur rapprochement. Et puis surtout, vous en doutez bien, l'Albanie et la Chine, c'est pas au même endroit. C'est même très éloigné géographiquement. Au départ, ils avaient les mêmes convictions. Ils étaient tous deux anti-religieux. L'Albanie rendra même son pays à terme 1967, tandis que Mao éradique les bouddhistes du Tibet, comme le fait aujourd'hui toujours Xi Jinping. Les deux se donnaient quelque chose. La Chine permet à l'Albanie de ne pas trop être isolée sur le plan économique et diplomatique, puis d'avoir un soutien armé si jamais quelqu'un souhaitait l'envahir ou envisager un coup d'État. Comme cela a été organisé en 1949 avec le projet Valuable des États-Unis, du Royaume-Uni avec l'aide des Yougoslaves pour destituer Enver Hoxha. L'Albanie d'Enver Hoxha fut notamment le plus fort soutien dans cette période morale pour la Chine, notamment à l'ONU ou dans ses déclarations officielles, soutenant toujours ses positions anticapitalistes et anti-soviétiques. Notamment lors du printemps de Prague, la Chine et son fidèle allié européen condamnèrent fermement l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Pour eux, l'URSS, enfin la clique révisionniste et non marxiste soviétique, usait de la force pour défendre ses propres intérêts stratégiques et économiques, et non pour stopper la contre-révolution.
Puis bien, il y a plein d'autres exemples où l'Albanie soutient la Chine et vice-versa. Par exemple, dans la crise de Cuba, où ils avaient dénoncé le non-entêtement de l'URSS, ou encore dans les traités militaires, enfin des armes stratégiques, dans la prolifération nucléaire. Pour eux, l'URSS devenait capitaliste. Au début des années 70, les deux pays commencent à diversifier leurs relations, chacun cherchant de nouveaux soutiens pour s'affirmer. Mais c'est à la suite de la mort de Mao Tse-tung, en 1976, que la rupture sino-albanaise s'accélère. Avec l'éloignement de la Chine du maoïsme et de sa libéralisation accrue, l'Albanie, qui demeure attachée à un marxisme-léninisme anti-révisionniste et au stalinisme, critique ouvertement la Chine. La Chine coupera ses aides financières et plongera l'Albanie dans un isolement diplomatique et une politique d'autosuffisance. Elle-même, elle l'avait voulu aussi, l'Albanie, parce qu'elle s'engagea dans une politique d'austérité envers toute l'Europe aussi, qui l'invitait dans des congrès ou quoi pour la sécurité et tout. Bon, donc, elle avait très bien voulu. C'est surtout l'entêtement d'un dictateur et non d'un peuple.